Doctor, he's gonna get better, right? No. Your father's not leaving this place alive. His body's already given up. But if God wants to... He can heal him, can't he? Miracles. Je me souviens encore de ma toute première garde dans un hôpital public, il y a plus de 20 ans. Le couloir sentait l'éther et la peur. J'étais jeune, fraîchement diplômé, et je croyais que la médecine pouvait et devait tout expliquer. Cette nuit-là, entre le son des moniteurs cardiaques et la lumière froide des néons, j'ai compris que le cœur humain est bien plus qu'un ensemble de muscles et d'impulsions électriques. C'est aussi de la foi, de la volonté et du mystère. Je m'appelle Dr Raphaël Moreira, je suis médecin réanimateur, spécialisé en soins intensifs et en urgences hospitalières. Au cours des 2 dernières décennies, j'ai passé une grande partie de mes journées et de nombreuses nuits entre les lits de soins intensifs. J'ai appris que la ligne entre la vie et la mort est incroyablement fine. Parfois, elle se rompt sans prévenir. D'autres fois, elle se reforme devant quelque chose qu'aucune science ne peut mesurer. J'ai travaillé dans de grands et de petits hôpitaux publics et privés. J'ai accompagné des patients dans leur dernier souffle. Et j'ai aussi vu des yeux s'ouvrir après des jours de silence absolu. J'ai vu des familles s'effondrer, puis renaître dans une étreinte inattendue. J'ai vu des collègues pleurer discrètement après une relève, car derrière chaque blouse blanche, il y a un être humain essayant d'équilibrer la technique et la compassion. La médecine m'a appris à valoriser les chiffres, les protocoles et les examens. Mais le temps m'a enseigné autre chose. Ce qui fait réellement avancer l'être humain ne se trouve pas dans les graphiques ni sur les tableaux. Cela réside dans ce qu'aucun examen ne détecte, la force invisible de l'espérance. Au fil des années, j'ai été témoin de cas qui ont défié tout ce que je croyais savoir. Des patients qui ont contredit les diagnostics, qui sont revenus à la vie alors que tout annonçait la fin. Certains appellent cela un miracle, d'autres une coïncidence. Moi, je préfère parler de mystère, et c'est de ces mystères que j'ai décidé de parler ici, avec vous. Dans cette chaîne, je partage des histoires réelles, vécues dans les hôpitaux, racontées par celui qui y était, moi-même, un médecin qui a appris qu'au-delà de chaque dossier médical, il y a une âme en quête de plus de temps. Des histoires qui montrent que la science est puissante, mais que l'esprit humain reste quelque chose qu'elle ne parvient pas encore à déchiffrer. Je veux que cet espace soit plus qu'une simple chaîne, qu'il devienne un refuge pour ceux qui croient que la vie va au-delà des statistiques. Ici, vous entendrez parler de nuits où l'impossible s'est produit, de patients qui ont retrouvé le sourire après avoir reçu une sentence de mort, de médecins qui, même sans comprendre, continuent de lutter parce qu'ils ont appris que tout ce qui est réel n'est pas toujours explicable. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, soyez le bienvenu. Mon rôle n'est pas de convaincre qui que ce soit, mais de partager ce que j'ai vécu. Vous pouvez appeler cela la chance, la foi ou le destin. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est que lorsque la médecine atteint ses limites, quelque chose de plus grand semble prendre le relais. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une de ces histoires, une histoire qui a marqué ma carrière et changé ma manière de voir la vie. Elle a commencé avec une femme à qui l'on avait annoncé le diagnostic le plus redouté qui soit, un cancer en phase terminale. Mais ce qui s'est passé ensuite a réduit au silence même les plus sceptiques. Lorsqu'elle a franchi la porte des urgences, j'ai su que quelque chose était différent. C'est la phrase qui m'est venue à l'esprit et que je n'ai jamais oubliée ce mardi matin gris. L'horloge indiquait un peu avant 7 heures. L'hôpital était encore silencieux et le bruit lointain des pas résonnait dans les couloirs. C'est alors qu'un brancard est apparu, poussé par 2 infirmiers pressés. Dessus, une femme à l'apparence fragile, la peau pâle, le regard vide. Sur le dossier, une seule ligne, cancer métastatique en phase terminale. Avant de continuer, je dois vous demander quelque chose. Ces histoires n'arrivent à plus de gens que si vous interagissez avec la vidéo. Et croyez-moi, YouTube ne diffuse presque jamais ce genre de contenu si personne ne commente. Alors, aidez-moi à répandre l'espérance. Écrivez dans les commentaires « Je crois au miracle ». Je veux voir au moins 100 personnes
Laissez cette phrase pour que ce témoignage de foi et de science atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, oui, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Elle s'appelait Elena, 54 ans, professeure à la retraite, mère de 2 enfants, une femme qui, jusqu'à quelques mois auparavant, menait une vie normale. On lui avait diagnostiqué un cancer du sein 2 ans plus tôt. Elle avait subi une chirurgie, de la radiothérapie et plusieurs cycles de chimiothérapie. Pendant un temps, tout semblait sous contrôle. Mais comme dans bien des cas, l'ennemi est revenu en silence. Quand ils s'en sont rendus compte, il avait déjà envahi les poumons, le foie et les os. Les examens révélaient l'impensable. La maladie s'était répandue dans tout le corps. Les douleurs étaient intenses et les médicaments ne faisaient plus effet. Son corps réagissait à peine. Et pourtant, il y avait quelque chose dans son regard, une étrange paix, une sérénité qui contrastait avec le désespoir. « Ambiant, docteur, dit-elle d'une voix faible, je n'ai plus peur de mourir. Je veux seulement voir mes enfants sourire une dernière fois. » Ces mots m'ont traversé comme une lame invisible. Les médecins apprennent à ne pas s'impliquer, mais certaines histoires percent toute armure émotionnelle, et celle-ci, je le sentais, en ferait partie. L'équipe médicale avait déjà parlé à la famille de soins palliatifs. Il était temps d'alléger la souffrance, non de lutter contre l'inévitable. Elena était trop faible pour de nouveaux traitements. Et pourtant, quelque chose en elle et en moi disait que l'histoire n'était pas encore terminée. Cette nuit-là, avant de rentrer chez moi, je suis passé par la salle d'hospitalisation. J'y ai trouvé son fils aîné, Daniel, agenouillé près du lit, tenant la main de sa mère et priant à voix basse, des larmes coulant sur son visage. Je n'ai pas voulu interrompre. Je suis resté là, à distance, observant, en silence. Et c'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le rythme cardiaque d'Elena semblait plus stable. Un détail minime, presque imperceptible, mais le genre de chose qui, pour quelqu'un habitué aux chiffres et aux graphiques, fait battre le cœur autrement. Le lendemain, les examens ont été refaits, et ce qu'ils ont révélé, personne n'a pu l'expliquer. Mais avant d'y arriver, je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin, car ceci n'est pas seulement une histoire de médecine, c'est une histoire de foi, de ce qui se produit quand tout semble perdu et que l'inexplicable décide d'apparaître. Et si vous croyez que la vie est faite de mystères que même la science ne peut pas comprendre, alors mettez un like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Cela n'aide pas seulement l'algorithme, mais aussi à répandre des histoires réelles d'espérance et de dépassement. Ce qui est arrivé à Elena cette semaine-là a changé ma manière de voir le monde, de pratiquer la médecine et de comprendre la frontière entre ce qui est humain et ce qui est divin. Et tout a commencé par un simple examen qui n'avait aucun sens. Elena avait toujours été le genre de femme qui croyait au pouvoir des petites choses. Elle aimait se lever tôt pour regarder le lever du soleil, prendre son café en écoutant le chant des oiseaux et s'occuper de ses plantes. C'était ce qu'elle appelait « mon moment de paix avant le chaos du jour ». Quand ses enfants ont grandi et quitté la maison, elle s'est consacrée au bénévolat et à des cours de peinture. Elle vivait sereinement jusqu'au jour où son corps a commencé à lui envoyer des signaux étranges. D'abord, une fatigue inhabituelle, puis de légères douleurs à la poitrine. Elle pensait que c'était de l'anxiété. Elle n'a consulté un médecin que lorsqu'elle a remarqué une petite masse sur son sein gauche. Je me souviens de la première fois que je l'ai vue dans mon cabinet. Un regard ferme, une posture droite et une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Docteur, je ne veux pas de pitié, je veux la vérité. » Les examens ont confirmé ce qu'aucun médecin n'aime annoncer, un cancer du sein invasif. La nouvelle est tombée comme une sentence, mais elle a réagi avec une force qui a surpris toute l'équipe. Elle a suivi toutes les séances de chimiothérapie sans se plaindre, affronté la chirurgie avec courage et gardé le sourire même lorsqu'elle a perdu ses cheveux. Pendant un temps, tout semblait sous contrôle. Les marqueurs tumoraux diminuaient, les examens s'amélioraient. Je me souviens du jour où elle a quitté mon bureau en disant « Je crois que Dieu m'a donné une seconde chance. » Mais le cancer est traître. Parfois, il se cache en silence, attendant le moment propice pour revenir.
2 ans plus tard, la rechute. Cette fois, les douleurs ont commencé dans le dos. Elena a cru que ce n'était qu'une tension musculaire. Quand elle a refait des examens, le résultat fut dévastateur. Métastases au foie, aux poumons et aux os. J'étais de garde lorsque le rapport est arrivé. J'ai regardé ces chiffres, ces graphiques, et j'ai senti le poids de l'impuissance. Les médecins apprennent à garder le contrôle, mais il y a des jours où les statistiques semblent se moquer de nous. J'ai expliqué la situation à la famille. Je leur ai parlé franchement, sans détour, mais avec la délicatesse que ce genre de moment exige. Le traitement n'était plus curatif. Le but désormais était de soulager la douleur et de préserver la dignité. Le plus jeune fils, Gabriel, n'a pas pu retenir ses larmes. Elena, en revanche, est restée silencieuse. Elle a regardé par la fenêtre et a simplement dit « Alors c'est ça, le temps est fini ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Parce que face à de tels diagnostics, la médecine a souvent plus de questions que de réponses. Elle a été hospitalisée quelques jours plus tard, déjà très affaiblie. Elle avait du mal à respirer, le corps épuisé, les yeux creusés. Et pourtant, chaque fois que j'entrais dans sa chambre, elle me souriait et disait « Bonjour docteur, le soleil s'est levé, vous avez vu ?» Il y avait en elle quelque chose qui défiait l'ambiance autour. Tandis que les appareils émettaient leur son monotone et que l'odeur de désinfectant emplissait l'air, Elena semblait conserver une lumière silencieuse, une paix que personne ne comprenait. Une nuit, alors que mon service touchait à sa fin, j'ai trouvé une enveloppe sur sa table de chevet. À l'intérieur, une lettre. Elle m'était adressée. « Docteur Raphaël, si un jour je ne me réveille pas, dites à mes fils que je n'ai jamais eu peur. Et dites-leur aussi que tant qu'il y a de la vie, il y a de la place pour l'impossible. » J'ai gardé ces mots avec moi. Et c'est pour cela que, lorsque les examens ont commencé à montrer quelque chose d'étrange, j'ai su qu'il y avait plus dans cette histoire que de simples coïncidences. Les jours suivants furent cruels. Le corps d'Elena commença à céder. Les médicaments contre la douleur n'avaient plus le même effet. Et chaque respiration semblait un effort surhumain. L'oxygène fut augmenté, les veines devinrent trop fragiles pour supporter les perfusions, et son visage révélait l'usure d'un long combat. Pourtant, la sérénité demeurait, et cela, je l'avoue, me troublait profondément. Je voyais des dizaines de patients chaque semaine, mais aucun ne réagissait à la souffrance de cette manière. C'était comme si elle avait fait la paix avec quelque chose que nous, médecins, essayons encore de contrôler. Le tisseur. Matin du 10e jour d'hospitalisation, l'équipe m'appela en urgence. Elena présentait des signes d'insuffisance respiratoire sévère. Les niveaux de saturation chutaient rapidement et le scanner montrait que la tumeur avait envahi presque tout le poumon droit. Elle toussait avec difficulté et son regard, autrefois ferme, commençait à s'éteindre. Sur le moniteur, les chiffres clignotaient comme de petits avertissements. Le temps s'épuisait. Je savais ce qui allait suivre. Je demandais qu'on prépare la salle pour une assistance ventilatoire. Mais Elena, d'une voix faible et presque sans souffle, me prit le bras et dit « Je ne veux plus de machine, docteur. Je veux seulement me reposer en paix. » Je restai silencieux quelques secondes. Ce n'était pas un refus ordinaire. Il y avait une conviction profonde dans ses paroles. Je regardais Daniel et Gabriel, ses fils, qui se tenaient à ses côtés, et tous deux acquiescèrent d'un geste. Ils savaient, nous savions tous. L'hôpital entra, alors dans cet étrange état de pause, ce silence particulier qui n'existe que dans les moments d'adieu. Les infirmiers ralentirent leur rythme. Le son des moniteurs se fit plus doux. Les conversations cessèrent. Cette nuit-là, je restai plus longtemps que d'habitude près de son lit. Non par devoir, mais parce que je sentais que quelque chose d'important se produisait là. Quelque chose qui dépassait la routine médicale. Elle regardait le plafond comme si elle voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Par moments, elle murmurait des prières et à un moment donné, elle prononça 2 mots que je n'oublierai jamais. Je remets, je m'abandonne. Ces 2 mots résonnèrent en moi. Comme médecin, j'avais été formé à lutter jusqu'au dernier instant. Mais là, devant Elena, j'ai compris que le véritable courage ne résidait peut-être pas dans la résistance, mais dans l'acceptation. Le lendemain,
son état s'aggrava. La fièvre monta, le foie commença à faillir, et le corps répondait de moins en moins aux stimuli. Je savais que d'un moment à l'autre, le cœur pouvait s'arrêter. L'équipe se prépara au pire. Les notes du dossier médical étaient brèves, pronostic réservé. Ces deux mots, froid et sec, contiennent tout le poids de la médecine. À la fin de ma garde, je m'assis dans la salle de repos, le regard perdu. C'était difficile d'accepter l'impuissance. On passe des années à étudier, à s'entraîner, à croire qu'on peut vaincre n'importe quelle maladie, jusqu'à ce qu'on se retrouve face à quelque chose qui échappe à toute raison. Avant de partir, je suis allé à son chevet une dernière fois. Sa respiration était presque imperceptible. J'ai posé la main sur son épaule et j'ai murmuré doucement « Vous vous êtes bien battue, Elena. Vous pouvez vous reposer. » Elle a ouvert les yeux une dernière fois, m'a fixé et a chuchoté des mots qui semblaient venir d'un autre temps. « Docteur, demain sera un beau jour. » À cet instant, un frisson m'a parcouru le corps. C'était la nuit, et je ne savais pas si ces mots venaient d'un délire ou d'un endroit plus profond. Mais, au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas encore la fin. Le lendemain, les examens furent refaits par protocole, et c'est là que tout commença à changer. Les résultats, qui auraient dû montrer un effondrement total, révélèrent quelque chose d'impossible, et personne à l'hôpital ne pouvait comprendre pourquoi. Le lendemain matin, j'arrivais à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Je ne saurais dire pourquoi, peut-être par simple souci professionnel, ou peut-être autre chose. Le couloir était silencieux, seulement troublé par le bruit lointain des roues d'un chariot de médicaments. En tournant au coin du service, je remarquai quelque chose d'étrange. Les infirmières chuchotaient, échangeant des regards confus. « Docteur, vous devez voir ça », dit l'une d'elles, la planchette tremblante dans les mains. Je suis entré dans la chambre. Elena était éveillée, pas seulement éveillée, assise sur le lit, les yeux ouverts, le visage serein, presque radieux. Pendant une seconde, j'ai cru à une erreur. J'ai repassé mentalement le dossier. Saturation instable, insuffisance hépatique, risque d'arrêt cardio-respiratoire. Et pourtant, elle était là, demandant un verre d'eau. « Comment vous sentez-vous » demandai-je, tentant de dissimuler mon étonnement. Elle sourit doucement. « Mieux, je crois que j'ai dormi trop longtemps. » Le moniteur cardiaque montrait l'impossible. Rythme stable, saturation normale, tension dans les limites. Rien de tout cela n'avait de sens. J'ai vérifié la perfusion, la même, sans modification. Aucun nouveau médicament administré, aucun événement nocturne enregistré. J'ai immédiatement demandé une série complète d'examens. Le laboratoire fut alerté. Hémogramme complet, fonction hépatique, scanner. Tout. En attendant les résultats, je me suis assis dans la pièce voisine avec le dossier ouvert sur la table. J'ai relu chaque détail. Posologie, évolution quotidienne, complications. Tout indiquait qu'elle n'aurait pas dû être vivante, encore moins consciente et en train de parler. Quand les premiers résultats sont arrivés, la salle s'est remplie d'un silence pesant. Le premier examen montrait une chute spectaculaire des enzymes hépatiques, presque dans les valeurs normales. Le second indiquait une régression des marqueurs tumoraux. Et le troisième, le plus stupéfiant de tous, ne montrait plus de traces des métastases pulmonaires diffuses. J'ai exigé une répétition immédiate, pensant à une erreur technique. Les techniciens confirmèrent « Docteur, nous avons répété 3 fois. C'est exact. » Elena, qui la veille peinait à respirer, discutait maintenant calmement avec ses fils. Daniel pleurait sans comprendre. Gabriel lui tenait la main et me regardait, attendant une explication que je n'avais pas. Je me suis assis à ses côtés et ai demandé « Vous souvenez-vous de quelque chose de... la nuit dernière ?» Elle resta pensive un instant, puis répondit d'une voix douce. « Je me souviens avoir fermé les yeux et senti une lumière très forte. Ce n'était pas de la douleur, docteur, c'était la paix. Je ne voyais personne, mais je sentais comme si quelqu'un disait « Ce n'est pas encore fini ». J'ai noté chaque mot bien que mon esprit oscilla entre le scepticisme et l'émerveillement. En médecine, on apprend à respecter les limites de l'explication. Mais il existe des moments, rares, déroutants, où la science s'agenouille devant l'inexplicable. La nouvelle s'est répandue dans l'hôpital en quelques heures. Des collègues sont venus voir les examens, certains pensant à une erreur d'enregistrement, d'autres simplement silencieux.
Et au milieu de toute cette confusion technique, Elena demandait une chose simple. Puis-je voir le soleil? Nous avons apporté un fauteuil roulant jusqu'à la fenêtre du couloir. Elle a fermé les yeux et inspiré profondément, comme si cet air froid était le premier après une longue traversée. Nous sommes restés là, silencieux, et j'ai compris que quelque chose de profond se produisait, pas seulement avec elle, mais aussi en moi. Cette femme, qui aurait dû partir, semblait plus vivante que jamais. Mais je n'avais encore aucune idée de ce que les examens suivants allaient révéler. Et ce qui allait se passer dans les prochaines 24 heures allait tout changer. Les heures suivantes furent un mélange d'étonnement, de confusion et de respect silencieux. Tout l'hôpital semblait suspendu autour de ce lit. Infirmiers, internes, médecins d'autres spécialités, tous voulaient comprendre ce qui se passait. Les nouveaux examens arrivèrent peu après midi. Quand j'ouvris l'enveloppe, l'air sembla disparaître de la pièce. Le scanner thoracique, réalisé moins de 36 heures après le précédent, ne montrait plus aucun signe d'infiltration tumorale active. Les lésions qui occupaient presque tout le poumon droit avaient tout simplement disparu. Le foie, auparavant envahi de métastases, présentait désormais une structure presque normale. Le corps qui, quelques jours plus tôt, luttait contre l'effondrement, affichait maintenant des signes évidents de régénération. Je me levai et restai quelques secondes immobile face au mur, essayant d'organiser mes pensées. Les données étaient là, froides, objectives, incontestables. Mais quelque chose en moi refusait d'y croire. J'avais passé des années à étudier la biologie cellulaire, la pharmacologie, l'immunologie. Aucune explication ne tenait. Aucune réaction médicamenteuse ne pouvait provoquer une régression tumorale aussi rapide. « Docteur, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» demanda Daniel, les yeux humides. Je le regardais hésitant. La réponse la plus honnête était aussi la plus difficile. Je ne sais pas. À ce moment-là, Elena apparut à la porte, assise dans un fauteuil roulant, un foulard bleu noué autour de la tête et un sourire tranquille. Elle me regarda et dit « Je vous l'avais dit, docteur, demain serait un beau jour. » Le silence qui suivit fut presque sacré. Il n'y avait ni euphorie, ni cri, juste un sentiment profond, comme si tous savaient qu'ils venaient d'être témoins de quelque chose de rare, de quelque chose qu'un médecin ne vit qu'une fois dans sa vie. Les jours suivants, nous avons répété tous les examens possibles, hémogramme, scanner, IRM, biopsie comparative. Tout indiquait la même chose. La maladie avait disparu. Aucun marqueur tumoral, aucune lésion résiduelle, rien. Le corps d'Elena était sain. Le dossier fut envoyé en révision au service d'oncologie. 3 spécialistes différents analysèrent les résultats et arrivèrent à la même conclusion. Aucune explication scientifique plausible. Le terme employé dans le rapport final était sec, presque administratif, rémission spontanée complète. Mais nous savions tous que c'était une manière élégante de dire « miracle ». Elena resta hospitalisée encore 5 jours pour observation. Chaque matin ressemblait à une renaissance. Elle marchait dans les couloirs, parlait aux autres patients, remerciait les infirmiers. Elle disait être revenue non pour vivre plus longtemps, mais pour vivre avec un but. La dernière nuit, avant sa sortie, je suis entré dans sa chambre et l'ai trouvée en train d'écrire dans un petit carnet. Elle leva les yeux et me tendit une page. C'était une courte lettre, écrite d'une main ferme. La médecine m'a sauvé plusieurs fois, mais cette fois, c'était quelque chose de plus grand. Je ne sais pas si c'est moi qui suis revenu ou si c'est la vie qui m'a rappelé. Vous avez toujours voulu comprendre ce qu'il y a au-delà de la science. Peut-être que maintenant, vous tenez une piste. Je refermai le carnet, la gorge serrée. Cette femme, que j'avais vue au seuil de la mort, m'enseignait quelque chose qu'aucune université ne m'aurait jamais appris. Ce n'était pas une question de cellules, ni un protocole. C'était la volonté mystérieuse de la vie, cette force invisible qui persiste, même quand tout semble fini. Quand elle quitta l'hôpital, des dizaines de soignants l'applaudirent. Ce n'était pas un geste habituel, mais personne ne put s'en empêcher. Certains pleuraient, d'autres souriaient simplement. Et moi, je restais là, immobile, la regardant s'éloigner en silence, pendant que le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres et illuminait le couloir. Le même couloir où, quelques
Jours plus tôt, l'espérance semblait morte. Il n'y eut ni fête, ni manchette, seulement un sentiment profond d'humilité. Car, face à l'inexplicable, même la science doit s'incliner. Il existe dans la vie d'un médecin des moments où le silence en dit plus que n'importe quelle explication. Le cas d'Elena fut l'un de ces moments. Pendant des années, j'ai tenté de trouver une justification scientifique à ce qui s'était passé. J'ai relu chaque examen, consulté des collègues, cherché dans les revues médicales, contacté des spécialistes étrangers. Tous disaient la même chose. Des cas comme celui-ci sont rares, presque impossibles. Mais ce mot, presque, me poursuit encore aujourd'hui. La médecine est, par nature, une science exacte. Nous travaillons avec des chiffres, des causes et des effets. Mais la vie, et peut-être l'âme humaine, ne suit pas une logique aussi prévisible. Autant que nous essayons de tout réduire à des formules, il reste toujours un espace entre les variables que aucun graphique ne peut combler. Et c'est dans cet espace que se produisent les choses qu'on ne peut expliquer, seulement vivre. Elena m'a appris quelque chose qui a transformé ma façon de voir mon métier. Autrefois, je croyais qu'être médecin signifiait sauver des vies. Aujourd'hui, je comprends qu'être médecin, c'est honorer la vie, même lorsqu'on ne la comprend pas. Parce que parfois, le véritable miracle ne réside pas dans la guérison, mais dans l'éveil de quelque chose d'invisible en nous. Dans les mois qui suivirent, j'ai continué à suivre de près le cas d'Elena. Elle rentra chez elle, reprit ses cours de peinture et commença à visiter les hôpitaux en tant que bénévole, parlant avec des patients en traitement. Elle disait vouloir prêter un peu d'espérance. Et chaque fois que je la voyais, elle répétait la même phrase « Docteur, la foi n'est pas l'opposé de la science. Elle commence là où la science s'arrête. » Ces mots résonnent encore en moi aujourd'hui. Je ne suis pas un homme religieux et je continue à croire à l'importance de la preuve, de la recherche, de la méthode. Mais j'ai aussi appris à reconnaître qu'il y a quelque chose de sacré dans la résistance humaine, quelque chose qui ne se mesure ni au microscope, ni sur un rapport. Peut-être est-ce la foi, peut-être l'amour, ou peut-être simplement la volonté de continuer à vivre, cette force qui nous pousse, même lorsque le corps a déjà renoncé. Je me souviens d'un moment précis, quelques semaines après sa sortie. J'étais sur le parking de l'hôpital quand j'ai entendu mon nom. C'était Elena, marchant d'un pas ferme, le foulard bleu encore noué sur la tête. Elle m'a serré dans ses bras et a dit « Merci d'avoir cru, même quand il n'y avait aucune raison. » Je répondis « Je n'ai fait que ce que je pouvais. » Elle sourit et répondit « Mais c'était suffisant. » Après son départ, je suis resté un moment à regarder l'horizon. Et j'ai compris que peut-être la mission de ceux qui travaillent avec la vie n'est pas de comprendre le miracle, mais de le reconnaître quand il se produit. Et c'est pour cela que, chaque fois qu'on me demande si je crois au miracle, je ne réponds pas avec des mots. Je raconte simplement l'histoire d'Elena. Le cœur humain demeure le plus grand mystère de la médecine. Et c'est peut-être précisément ce mélange de raison et de mystère qui fait de nous des êtres humains, capables de guérir, de ressentir et surtout de croire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, emportez cette réflexion avec vous. Le miracle n'est pas toujours ce qui change les examens. Parfois, le miracle, c'est ce qui change le regard. Les mois passèrent depuis cet épisode. Elena continua les examens de suivi, mais tous restèrent normaux. Aucune récidive, aucun signe de la maladie. À chaque visite, elle arrivait souriante, des fleurs à la main pour l'équipe et un gâteau pour le goûter. Tout l'hôpital la connaissait et, d'une certaine manière, la vénérait. Avec le temps, son histoire se répandit. D'autres patients, en l'apprenant, venaient me voir pleins d'espoir. Certains disaient « Si c'est arrivé pour elle, alors cela peut aussi m'arriver. » Et, d'une façon ou d'une autre, la présence d'Elena devint un symbole silencieux de résistance. Un jour, elle fut invitée à donner une conférence à un groupe de patients atteints de cancer. J'étais là, discrètement, au fond de la salle. Elle monta sur scène, le foulard bleu encore attaché, et commença ainsi « Je ne sais pas expliquer ce qui m'est arrivé, mais je sais que quand on apprend à accepter la vie, même lorsqu'elle semble nous échapper, quelque chose en nous change. Je n'ai pas combattu la mort, j'ai choisi de vivre, et c'est peut-être cela qui a fait la différence. »
Ces mots résonnèrent dans tout l'auditorium. Il n'y avait pas de spectateurs, mais un chœur silencieux de personnes comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. Comme si, l'espace d'un instant, la douleur de chacun se transformait en foi partagée. Après la conférence, elle vint me voir. « Docteur, vous essayez encore de comprendre ?» dit-elle en souriant. Je répondis que oui, et elle éclata de rire. « Alors, bon courage. Je crois que vous en aurez pour toute une vie. » Et elle avait raison, parce que même des années plus tard, chaque fois que je consulte ces examens archivés, je ressens le même frisson que ce jour-là à l'hôpital. Pas parce que c'est un miracle au sens religieux, mais parce que c'est un rappel que la vie, elle trouve toujours un chemin. Des années plus tard, un après-midi ensoleillé, je reçus une lettre. Elle venait d'Elena. À l'intérieur, un simple mot. Je pars vivre chez ma fille, à la campagne. Je veux planter des fleurs et voir les montagnes chaque jour. Merci de m'avoir vu au-delà de mes examens. Quand vous regarderez le lever du soleil, souvenez-vous que c'est ainsi que j'ai appris à recommencer. Je pliai la feuille avec soin et la rangeai dans mon carnet de notes, le même où j'ai inscrit les cas les plus marquants de ma carrière. Mais cette lettre-là, je n'ai jamais pu la relire sans avoir la gorge serrée. Le temps passa, l'hôpital changea. De nouveaux visages apparurent, la technologie évolua. Mais, de temps en temps, quand je marche dans les couloirs et que le soleil traverse les vitres, il y a un instant où la lumière se reflète d'une manière qui me la rappelle. Et je me dis, certaines histoires ne se terminent pas quand le patient s'en va. Elles continuent de vivre, à travers ceux qui les ont vues. Peut-être que c'est cela le véritable miracle, non pas seulement survivre, mais laisser une trace dans ceux qui restent. Après tant d'années passées dans les hôpitaux, entourés de machines, de graphiques et de chiffres, j'ai appris quelque chose qu'aucun manuel de médecine n'enseigne. La guérison ne commence pas toujours dans le corps. Souvent, elle commence dans l'invisible, au moment où une personne décide de croire qu'il reste encore quelque chose de possible, même lorsque tout semble perdu. Elena m'a appris cela sans prononcer un mot de trop. Elle n'a pas supplié pour plus de temps, ne s'est pas révoltée contre le diagnostic, n'a fait aucune promesse. Elle a simplement fait confiance. Et, d'une certaine manière, cette confiance a ouvert un espace pour que l'impossible puisse se produire. Pour moi, la foi n'a jamais été l'opposé de la science. Au contraire, elle en est le complément silencieux. La science explique ce que nous avons déjà compris, la foi pointe vers ce que nous ne comprenons pas encore. Et c'est dans cet intervalle, entre ce que nous savons et ce que nous ressentons, que la vie révèle ses plus grands secrets. Travailler en unité de soins intensifs, c'est côtoyer la finitude chaque jour. Là, on apprend que chaque seconde est précieuse. On apprend à respecter la souffrance, à reconnaître les limites de la raison. Mais on apprend aussi que l'espérance est un remède sans dosage, sans contre-indication, et que bien, souvent, c'est elle qui soutient le cœur de ceux qui se battent pour continuer à respirer. Au fil des années, j'ai vu des patients qui avaient tout pour survivre et qui n'ont pas tenu. Et j'en ai vu d'autres, comme Elena, qui n'avaient plus aucune chance et qui malgré tout sont revenus. Ces expériences m'ont appris à voir l'être humain autrement, non comme un ensemble d'organes et de diagnostics, mais comme un mystère en mouvement. Quand je repense à son histoire, je me rends compte que le véritable miracle n'a peut-être pas été la guérison. Le miracle, c'est ce qu'elle a éveillé en chacun de nous. Le souvenir que la vie est un cadeau et que vivre consciemment est la plus grande des guérisons. Combien de fois ne voyons-nous pas le miracle parce que nous attendons quelque chose d'extraordinaire? Mais le miracle, souvent, réside dans le simple, dans une respiration paisible après une nuit de douleur, dans une étreinte sincère après une perte, dans un nouveau matin après un temps d'obscurité. Elena a quitté l'hôpital, mais elle a laissé derrière elle quelque chose qu'aucun dossier médical ne peut enregistrer. La certitude que l'amour et la foi possèdent un pouvoir qui défie toute logique. Et moi, qui étais entré en médecine convaincu de pouvoir contrôler la vie, je suis sorti de cette histoire en comprenant qu'en réalité, je n'en suis que le témoin. C'est pourquoi, quand on me demande si je crois au miracle, je ne réponds ni par la théologie, ni par des
statistique. Je ferme les yeux, je revois Elena respirant l'air froid du matin près de la fenêtre et je dis simplement « J'y crois, parce que je l'ai vu ». Et peut-être est-ce cela que nous devons tous nous rappeler, que croire ne signifie pas nier la réalité, mais accepter que la vie est plus vaste que toute explication. Certaines histoires se terminent lorsque le patient quitte l'hôpital, mais d'autres ne se terminent jamais. Elles demeurent en nous, comme un écho qui traverse le temps et nous rappelle qu'il existe quelque chose de plus grand qui soutient tout cela. Après le cas d'Elena, j'ai repris mon travail avec la même dévotion qu'avant, mais quelque chose en moi avait changé. Chaque battement de cœur que j'entendais sur un moniteur sonnait différemment. Chaque respiration haletante me rappelait ce que j'avais vu, que la vie est têtue, qu'elle insiste, qu'elle revient, même quand tous les signes disent le contraire. Au fil des mois, j'ai commencé à consigner mes expériences. Pas seulement les cas réussis, mais aussi ceux où la médecine avait atteint ses limites. J'ai remarqué qu'il existait, dans beaucoup d'entre eux, une ligne invisible qui les reliait tous. Un point commun impossible à mesurer, la présence de l'inexplicable. L'un de ces cas m'a profondément marqué, celui d'un jeune homme de 32 ans, victime d'un grave accident, arrivé aux urgences sans signes vitaux pendant près de 7 minutes. L'équipe s'apprêtait à interrompre la réanimation quand quelque chose se produisit. L'un des infirmiers jura avoir ressenti une décharge électrique dans l'air, comme si une force avait traversé la pièce. Et soudain, le moniteur sonna. Le cœur s'était remis à battre. Au début, j'ai cru à une coïncidence ou à un simple coup de chance. Mais lorsque le patient se réveilla quelques jours plus tard, il dit quelque chose qui fit taire toute la salle. J'ai vu une lumière et une voix me disant que ce n'était pas encore mon heure. À ce moment-là, j'ai compris que les histoires ne se répètent pas, mais qu'elles se répondent. Elena, ce jeune homme, l'enfant qui survécut à un arrêt cardiaque, chacun d'eux portait un fragment du même mystère, et ce mystère me suit encore aujourd'hui. Parfois, au milieu du souffle des respirateurs et du clignotement incessant des moniteurs, je me surprends à penser, y a-t-il un moment où la science touche le divin sans même s'en rendre compte? Peut-être est-ce cela qui continue de me pousser, le désir de comprendre, d'observer, de témoigner. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour garder vivante cette passerelle entre la raison et l'invisible. Car, au fond, tout médecin travaillant entre la vie et la mort porte en lui la même question, même s'il ne l'avoue jamais à voix haute. Que se passe-t-il vraiment quand la médecine ne suffit plus? Et c'est cette question qui m'amène à mon prochain cas. Un cas qui, encore aujourd'hui, me donne des frissons chaque fois que j'y pense. Un épisode où l'impossible ne s'est pas seulement produit, il a été filmé. Mais cette histoire, c'est pour la prochaine vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui a touché votre cœur. Et honnêtement, c'est pour cela que je continue à partager ces récits. Pendant de nombreuses années, j'ai vécu entouré de machines, de dossiers et de diagnostics. Aujourd'hui, je comprends que tout cela n'a aucun sens si l'on oublie pourquoi nous avons choisi de soigner la vie. La médecine est ma vocation, mais raconter ces histoires est mon rappel quotidien que la vie va bien au-delà de ce que nous pouvons mesurer. L'histoire d'Elena m'a appris que l'impossible ne paraît impossible que jusqu'à ce qu'il se produise devant nos yeux. Et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est la certitude qu'il existe toujours une force supérieure à l'œuvre, même silencieuse, même invisible. Quand un patient ouvre les yeux, après des jours de coma, quand une mère serre la main de son fils en croyant qu'il va réagir, quand un cœur se remet à battre sans raison apparente, ce sont ces moments où la science se tait et le mystère parle. Et c'est précisément pour cela que cette chaîne existe. Ici, je partage des cas réels, vécus, documentés, ressentis, des histoires mêlant technique, émotion, et ce qu'aucun livre n'enseigne, la foi de ceux qui ne renoncent pas. Si vous croyez que le monde a besoin d'entendre davantage d'histoires comme celle-ci, je vous demande une chose simple mais puissante. Mettez un like et abonnez-vous dès maintenant.
Cela aide YouTube à comprendre que ce contenu mérite d'être diffusé à davantage de personnes, peut-être à quelqu'un qui, en ce moment même, est en train de perdre espoir. Et je veux un engagement avec vous et avec la vie. Si cette vidéo vous a ému, écrivez dans les commentaires « Je crois au miracle ». Ces mots ne sont pas qu'un geste symbolique, ils créent une chaîne de foi et d'inspiration. Chaque commentaire peut donner à quelqu'un en souffrance le courage de continuer. Je vous promets de continuer à raconter des histoires vraies, de foi, de guérison, de combat. Raconter du point de vue de quelqu'un qui a vu l'impossible se produire entre les murs froids d'un hôpital. Et la prochaine histoire, eh bien, c'est l'une de celles qui empêchent encore tout médecin de dormir. Un cas filmé, documenté, qui fit douter tout le monde de ce qui sépare réellement la vie de la mort. Mais cette histoire, vous la découvrirez dans le prochain épisode. Jusque-là, prenez soin de votre foi, de votre corps, et ne doutez jamais du pouvoir qui vit en vous. Parce que parfois, le plus grand des miracles n'est pas de survivre, c'est de continuer à croire.